qui je suis. Je suis le fondateur, avec mon épouse, avec Jacqueline et moi, on a mis la Fondation Serge et les autres en place. Au départ, c'est une SBL, et on a mis ça en place après la mort de notre fils. Notre fils s'est suicidé par overdose. Alors, dans un premier temps, on voulait faire quelque chose que sa mort ne soit pas inutile, et on a ouvert des groupes de parole pour les parents de toxicomanes. Mais il m'a fallu, avant que je m'intéresse au suicide, il m'a fallu quand même 5-6 ans de travail de deuil pour pouvoir dire « mon fils s'est suicidé ». Au départ, on disait « il est mort d'overdose ». Alors, une fois que j'ai pu nommer le suicide, c'était pas facile à le faire. C'est par hasard. Il y a un journaliste qui est venu chez moi, il m'a dit on m'a renseigné votre association pour le suicide. Est-ce que vous pouvez apporter un témoignage? Et on peut faire des photos. Oui, j'ai dit oui, vous pouvez le faire. Alors j'ai raconté l'histoire de Serge qui était toxicomane et tout ça. Et le lendemain, dans le journal, il y avait une grande photo de Serge en deuxième page. Serge s'est suicidé. Mais je n'ai pas pensé aux conséquences de ça. Mon père, un ami de mon père, il lui a téléphoné, tu sais, Adèle, il dit, le nom de mon père, ton fils s'est suicidé. Mais mon père, il croyait que c'était moi. Alors là, je dis, je dois faire très attention avec les médias. Il faut être très clair avec ça. Puis, ça a terminé. On était chez Parents Désenfantés. On a commencé à faire notre travail de deuil. Et puis, on est rentré dans l'équipe. On a commencé à animer les groupes. Et au fur et à mesure que le temps passait, il y avait de plus en plus de personnes qui avaient été confrontées au suicide. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans les groupes de parents désenfantés. On ne mélange pas la mort d'un petit enfant qui est mort de mort subite, ou un accident, ou un meurtre, ou quoi, avec des suicides, puisque les personnes qui sont concernées par le suicide, ils cherchent toujours un coupable. Et là, ou alors il dit, c'est son choix. Un petit enfant qui meurt, c'est pas son choix de mourir. Et les parents, même que ce n'est pas un suicide, ils se sentent coupables, peut-être je n'ai pas pris le bon médecin. Et puis avec la parents désenfantés, j'ai discuté, j'ai dit il faut sortir le suicide du groupe. Ah, on va faire un ghetto. J'ai dit non, on ne va pas faire un ghetto. Et on l'a fait. Au départ, les gens qui étaient là étaient un peu froids, voulaient aller à un groupe suicide. Et puis, une fois qu'ils étaient dedans, oui, ici, on peut parler. Vous voyez? On peut parler de notre culpabilité, on peut parler de notre échec de vie, on peut parler de ce qu'on passe dans la famille, avec mon mari, avec ma femme, enfin, parce qu'il y avait quand même des hommes aussi. Et alors, tout de suite, quand je dis des hommes, je dis, mais les papas, c'est pas le même deuil, c'est autre chose. Et j'ai fait régulièrement des groupes de parole pour hommes. Et ma femme a dit, ouais, les hommes, ils ne parlent pas. Même 2 hommes dans un petit groupe, ça prenait 3-4 heures, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Naturellement, le deuil est différent, c'est-à-dire une maman qui perd son fils, c'est ici qu'elle perd quelque chose, l'utérus, tandis qu'un homme, c'est un bloc de béton qui reçoit sur la tête. Toute la différence est là-dedans. Mais un homme doit être fort. Et alors avec ça, j'ai pu commencer à accompagner les papas ou les hommes. Entre-temps, j'ai rencontré Guy Corneau. Et j'ai fait le séminaire de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Et moi, je croyais que c'était moi qui étais manquant. Mais non, c'était justement le contraire. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire, quelle était ma relation avec mon père? Et là, j'ai fait un gros travail là-dessus, après le séminaire.
Au fond, j'étais enragé sur mon père, c'est-à-dire, moi j'aurais voulu être médecin, il m'a fait apprendre le boucher. J'ai dit, ah. Alors j'ai dit à quand je suis revenu, 5 mois après, il était chez lui, papa, j'ai dit papa, j'ai pas dit père, hein, papa, je t'aime, et je l'ai embrassé. Et quand mon père est décédé, heureusement que j'ai fait ça. Parce qu'il n'y avait pas de rancœur, il n'y avait pas de rancune, c'était de l'amour pur. Et là, chapeau. Mais j'ai dit, merci papa. Mais moi, personnellement, avec mon épouse, on a mis la fondation en place, on a commencé à faire des groupes de parole, et puis, avec Parents désorientés, il y a quand même quelque chose qui frottait, qui n'allait plus. Alors, je me suis tourné vers le centre prévention suicide. Et là, j'en ai parlé avec le directeur et il dit, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je dis, je vais mettre un groupe d'entraide, parce qu'eux, ils ont des groupes avec des professionnels. Un groupe d'entraide. Je dis, on ne veut pas prendre la place des professionnels, on veut être complémentaires. Et eux, un groupe de professionnels, c'est un groupe fermé. Il faut s'engager pour 12 rencontres. Tandis que chez nous, il n'y a que 4 rencontres par an et les gens ils viennent à leur rythme. Et moi, je compte le rythme 3 ans. Après 3 ans, s'ils sont encore là, je dois me poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Nous avons des formations continues pour l'écoute et vraiment, je trouve, parce qu'au fond, le suicide, c'est encore quelque chose de secret, c'est quelque chose de difficile, qui n'est pas compris. Il y a 6 suicides par jour en Belgique. Et nous avons difficilement 10 personnes dans notre groupe. Ah ouais, où est-ce qu'ils vont? Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de deuil après suicide, ou alors ils disent ça va passer, ça ne passe pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cancers qui se manifestent après, il y a des maladies, parce que on dit maladie, ça veut dire mal à dire, qui n'a pas été dit, voilà, et qui fait que nous, dans nos groupes, on peut faire quelque chose pour les personnes. Pour les personnes qui sont confrontées au suicide d'un proche ou d'un enfant, parce qu'il y a quand même, la majorité, c'est des enfants qui se suicident, hein, entre 20 et 30 ans, c'est la majorité, ou alors de tout jeunes, de 7-8 ans. Alors j'en ai comme ça eu quelques-uns aussi de 7-8 ans, et c'est incompréhensible. Et alors quand je fais le point de ces jeunes qui se suicident, en général ce sont des surdoués, et qui ne se sentent pas compris dans la société, et alors un jour ou l'autre ils pètent les plombs et ils passent à l'acte. Alors les parents là-dedans, qu'est-ce que je n'ai pas vu, c'est tout les questions. Et la question essentielle, c'est le pourquoi. Mais derrière ce pourquoi, il y a le sentiment de culpabilité. Et le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui est inconscient et qui fait souffrir. Et c'est seulement quand on commence à faire un travail sur ce qu'on a vécu avec la personne qu'on va commencer à prendre une certaine responsabilité. Et quand ils ont compris qu'ils sont responsables de quelque chose, la culpabilité disparaît et la responsabilité devient, un héritage de vie. Et dans cet héritage de vie, plus jamais je vais répéter ça. Vous voyez, ça devient quelque chose de constructif. Et là, on va avancer. Et c'est comme ça que nous fonctionnons avec les personnes qui viennent chez nous. Et je ne demande jamais combien de temps ils vont venir. Moi, je sais qu'une chose, 3 ans, c'est le maximum que je peux accepter. Si je sens que c'est une personne qui est difficile, je les envoie à la prévention suicide. Là, il y a des professionnels. Alors, moi, je ne vais pas prendre de responsabilité là-dedans. Voilà. On met un petit panier, paf, et les gens, ils mettent dedans ce qu'ils veulent. Voilà.
Alors, nous restons à la disposition des gens, puisque c'est quand même que tous les 4 mois, il y a une réunion. Des fois, je fais des entretiens. De toute façon, dans notre façon de fonctionner, quand je reçois un coup de fil de personnes qui veulent rentrer en contact avec la Fondation, je propose d'abord un entretien à la Fondation, et puis ils peuvent venir au groupe. Sans entretien, je ne peux pas les laisser rentrer au groupe. Parce que, bon, il y a des fois quand même des gens qui sont en difficulté, qui sont quand même près de la mélancolie et tout ça. On ne peut pas laisser ça comme ça, parce qu'il y a le suicide qui est derrière. Hein. Je dois faire attention à ça. Et mon épouse, là-dedans, elle est très, comment je veux dire, très attentionnée, parce que c'est... Vous savez, les gens, les femmes, c'est souvent les femmes qui font la démarche. Un homme, on ne sait pas, c'est pas un professionnel, c'est pas un psychologue, c'est quoi. Alors c'est pour ça que j'implique mon épouse là-dedans aussi. Une femme, l'écoute d'une femme avec une femme, c'est différent. Et alors, moi je vois toujours les gens qui viennent chez nous, ils rentrent, ils pleurent et tout ça, et on laisse pleurer, on prend le temps, des fois c'est 2 heures qu'ils restent chez nous. Et quand ils sortent, il y a un petit sourire. Et ça fait du bien. Et ça nous permet de sentir qu'on existe. Et vous êtes devenu médecin. C'est un cadeau. Vous êtes devenu médecin. Ah oui, moi je ne voudrais pas le dire. Voilà. C'est le numéro de GSM 0477 276 503. Ou alors, je leur dis toujours, quand j'ai un contact par mail, je leur dis, voilà le site internet de la Fondation, et ils ont tous les coordonnées, et ils ont même des coordonnées d'autres associations qui sont dessus. Voilà, il y a toute la bibliothèque de lecture qui peuvent, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, des écoles qui nous contactent aussi pour des renseignements. Je fais des réunions à la maison ou je vais dans les écoles pour faire une réunion avec eux sur le deuil. Parce que là, je ne parle pas que du suicide, je parle des pertes. Et c'est important aussi pour les jeunes de savoir perdre un GSM, ça peut être difficile, hein? Parce que des fois, je vais rentrer dans une classe, maintenant je le fais de moins en moins, je ramasse tous les GSM. Et un quart d'heure après, je vois, ça commence. Et bon, j'ai dit, bon, on va arrêter le GSM. Voilà, c'est un plaisir qu'on se donne et on se sent exister, on se sent utile, parce que notre fils était un fils unique. Et après sa mort, on se trouvait avec les mains, parce qu'être toxicomane, on est occupé, on se trouve les mains vides. Comment on va se reconstruire pour se réconcilier avec la vie, avec la mort, avec la souffrance, avec la joie, et avoir du plaisir à vivre. Eh bien, super, monsieur.